le peintre et sculpteur Paul Arzins, s'inspirant de la résistance et de la forme aérodynamique de l'œuf, a conçu une étonnante petite voiture électrique. Cet engin, appelé l'œuf électrique, et que l'artiste a construit lui-même dans son atelier de Montparnasse, a un rayon d'action de 150 km et atteint la vitesse de 75 km à l'heure. Les solutions de l'automobile ne datent pas d'hier, comme le prouve cet œuf électrique de 42. Mais il semblerait que les questions posées restent toujours plus nombreuses que les réponses apportées. La pollution de l'air, le bruit, les embouteillages, la difficulté de cohabitation avec vélos et piétons préoccupent toujours un quart de siècle après l'œuf électrique. En 1968, la voiture électrique est encore une douce promesse. Elle allie alors toutes les qualités, sans jamais devenir réalité. Pour les villes, certainement que l'attraction électrique doit son avantage à sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les instruments ménagers sont aujourd'hui électriques. Si cette voiture électrique est, comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarit, car je crois que l'on n'a pas envisagé de faire d'énormes véhicules, et elle aura un autre avantage, c'est d'amener dans la circulation des petits véhicules d'un gabarit plus facile à garer, et que bien entendu, comme l'espace à Paris est hélas très limité, il est certain que si vous amenez une voiture qui fait la moitié de l'espace normal des voitures actuelles, on pourra en ranger 2 fois plus. En 1968, l'électrique ressemble à s'y méprendre à un serpent de mer. Serait-elle même une chimère ? Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial, revient sur cette innovation historique et nous rappelle que l'innovation technologique n'est rien sans un petit coup de pouce politique. On voit bien que l'électrique, à cette époque et maintenant, si elle se développe, c'est parce qu'il y a une volonté politique et des moyens qui sont mis en place. Et c'est pas forcément la vérité. Je m'explique, c'est que le moteur thermique et l'électrique a été développé. La jamais contente, la première voiture électrique, sera d'ailleurs dans ma parade du 30 septembre pour fêter les 120 ans. Il y a d'autres véhicules électriques qui existent depuis ces années-là. Ça s'est développé et puis ça coûtait très cher. Il n'y avait pas de borne de recharge, on ne savait pas comment produire l'électricité. Des questions qu'on se pose aujourd'hui. On voit bien qu'il faut développer les bornes, on voit bien qu'on se pose la question, d'abord sur la propreté. On se dit, oui, l'électrique c'est propre, mais ça dépend comment on fabrique l'électricité. Les batteries électriques, c'est bien, mais ça dépend comment on les fabrique. Et à partir de quelle énergie aussi, parce que si on fabrique des batteries électriques qui sont dites propres avec des usines qui sont au charbon, c'est pas forcément écologique. Donc on voit bien qu'il y a de grandes questions et que lorsque un pouvoir politique s'en empare et met des aides financières, ça démarre. La voiture électrique roule, mais tarde à se commercialiser. Pourtant, l'économie et l'environnement nous rappellent à l'ordre. Dès 1973, la crise pétrolière frappe et prive le monde de carburant à bas prix. À cela s'ajoute une prise de conscience, l'air que nous respirons est pollué. L'automobile et la ville, tel est justement aujourd'hui le sujet principal de notre émission. Pour la ville, il faut changer de moteur, il faut aussi peut-être changer de méthode. Lorsque le salon de l'automobile s'ouvre cette année-là, en 73 donc, le ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Moyen, s'exprime sur le sujet. Depuis 2 jours, il y a le salon de l'automobile à la porte de Versailles et curieusement, il n'est pas placé sous le signe de l'environnement cette année. C'est exact. L'année dernière, il était placé sous le signe de l'environnement, mais au fond, je préfère la situation de cette année. L'année dernière, ce n'étaient peut-être pas les bonnes questions qui étaient posées, les bonnes réponses qui étaient fournies. Qu'est-ce que vous entendez par bonnes questions et bonnes réponses ? Eh bien, peut-être faut-il ne pas se poser la question de savoir si et comment l'automobile a amélioré l'environnement, mais plutôt de savoir comment on peut améliorer l'automobile en faveur de l'environnement. Oui, alors je suis Jean-François Doulet, je suis docteur en géographie, maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, et je travaille sur la mobilité urbaine et le rapport ville-automobile depuis la fin des années 90. L'injonction environnementale dans la régulation urbaine, dans la régulation du trafic, elle s'impose effectivement en France, mais aussi dans d'autres pays européens, dans les années 90. Donc il faut attendre les années 90 pour que le cadre de régulation tel qu'on le s'impose. Et années 90, on est au-delà des 30 Glorieuses. Donc les 30 Glorieuses finalement ont été assez peu touchées par la question de la régulation au sens large de l'automobile.
parce que il faut attendre les années 70 et au-delà pour que les sociétés calculent et tiennent compte du calcul des externalités négatives de l'automobile. Donc jusqu'aux années 70, ces externalités étaient très peu perçues, très peu pointées du doigt. On peut faire un parallèle assez facile entre l'Europe des 30 Glorieuses et les pays émergents d'aujourd'hui. Quand je dis d'aujourd'hui, c'est depuis les années 90. Effectivement, donc là, les pays émergents sont dans une double contrainte. La contrainte de soutenir le changement social. Et ça passe par quoi ? Ça passe par le développement des classes sociales, des classes moyennes. L'enrichissement des classes moyennes au sens large, et un autre objectif qui est potentiellement contradictoire, à savoir contraindre le développement, ou réguler le développement, comme nous le faisons depuis plus longtemps en Europe en particulier, effectivement la régulation environnementale, les différentes formes de régulation urbaine. Et donc aujourd'hui les pays émergents sont face à cette double contrainte. Donc comment à la fois soutenir le développement toute une société, et encore une fois, traversée par des mutations très profondes, et imposer, ou réussir à imposer, ici et là, des régulations qui viendraient, si ce n'est pénaliser, au moins contraindre fortement ce développement. Dans les années 90, la prise de conscience et la volonté politique apportent alors du carburant à la voiture électrique. Celle-ci profite d'un coup d'accélérateur, comme le prouve le prototype Next, mis en avant ici, dans l'émission Envoyé spécial en 1995. Imaginez maintenant une voiture électrique dont l'autonomie serait illimitée, qui ne polluerait pas et qui rechargerait ses batteries en permanence grâce à un moteur thermique consommant du 3 litres au 100, un véhicule qui atteindrait les 160 km/h. Un rêve ? Pas vraiment, puisque cette voiture existe vraiment, même si ça n'est pour le moment qu'un prototype. Elle a même un nom de code, Next, et c'est Renault qui l'a construite. Malheureusement, la crise financière frappe. En 2008, le secteur ralentit. Dans ce contexte, l'électrique peut soit devenir une solution, soit être évincé du fait de sa cherté. Pour savoir comment cela s'est passé, retournons 10 ans en arrière pour comprendre l'enjeu de cette histoire contemporaine. Le mondial de l'automobile débute dans un climat très morose. À Paris, baisse du pouvoir d'achat, cherté des carburants, crise internationale, les constructeurs doivent s'adapter. Face à des temps qui s'annoncent difficiles, l'accueil réservé aux nouveaux modèles par le public est crucial. C'est le cas de Renault qui présente sa 3e génération de Mégane. Un modèle avec lequel la marque réalise un tiers de ses ventes. D'où l'enjeu crucial pour Renault après l'échec de la Laguna et la suppression de 6 000 emplois. Vous avez un marché espagnol qui a baissé de 40%, vous avez un marché anglais qui a baissé de plus de 20%, un marché italien qui a baissé de plus de 30%. Vous ne pouvez pas dire, moi je vais continuer à travailler avec le même nombre de personnes, avec des marchés qui ont baissé d'autant. Dès le lendemain de la crise, nombreux sont les constructeurs qui cherchent un second souffle grâce à l'électrique. La version électrique de la Kangoo sera sur la route dès 2010 pour une expérimentation à grande échelle. Silencieux, ce prototype est capable de parcourir 150 km et pour recharger les batteries, 6 heures suffisent. Les conducteurs les plus pressés pourront aller faire le plein de batteries dans les stations-service, le tout en 3 minutes. En ce qui concerne le prix de location de la batterie, vous allez l'absorber très vite. Pour vous donner un exemple très pragmatique, très concret, vous ferez un plein de batterie pour 2 €. Renault et Nissan souhaitent proposer cette voiture à grande échelle dès 2011, autant dire demain. Pourtant, souvenez-vous, Peugeot, Bolloré. Zéro pollution, zéro bruit, un coffre arrière exceptionnel. Et même Renault. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, mais dans la rue, rien, ou si peu. Problème de prix, d'autonomie, et certains diront de volonté. 10 ans après, Jean-Claude Giraud, commissaire général du mondial, se veut rassurant. On voit que le secteur automobile, 10 ans après, se porte bien. C'est quand on voit les immatriculations, même s'il y a quelques phénomènes qui ont fait qu'au mois d'août, elles sont surtout grandement évoluées dans des proportions assez considérables, mais on en connaît les raisons. Mais le marché se porte bien et le CCFA annonce une hausse pour l'ensemble de l'année 2018 de 5% environ du marché, ce qui est bon. Donc effectivement, le marché automobile repart, mais pas seulement en France. On voit dans tous les pays européens et du monde entier, le marché automobile se porte bien. Donc
C'est bien pour une année où il y a le mondial à Paris, c'est-à-dire que les gens renouvellent leurs voitures, on voit toutes ces nouveautés que les constructeurs présentent et des équipementiers, toutes ces nouveautés qu'ils vont installer dans les voitures de demain et dans les salons à venir. Donc c'est une bonne année et j'espère que ce qu'on a connu effectivement il y a 10 ans où c'était dramatique ne ressurgira pas un jour. Mais pour l'instant, restons sur l'optimisme et sur la tendance haussière du marché. Je m'en réjouis pour la santé du mondial 2018. Au final, c'est peut-être par le luxe que l'électrique s'imposera. On dirait une fusée qui ne ferait aucun bruit. Voilà, ce que cette voiture a de fantastique, c'est son accélération incroyable, plus forte qu'une Ferrari en fait. La Tesla, première voiture électrique autorisée sur les routes aux États-Unis, un bolide qui monte à 100 km/h en moins de 4 secondes, sans produire la moindre pollution. Prochain épisode de Mondial.audio, le rétro futur de la voiture intelligente.